Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Aujourd'hui, on va parler du vin. Le thème a pu peut-être vous dérouter. On peut se dire que le vin n'a pas grand-chose à voir avec la philosophie, une discipline parfois perçue comme austère, cérébrale, sèche, par essence incompatible avec le bien boire, le bien manger, bref, avec le plaisir. On pourrait aussi estimer que le vin est éloigné de notre thème. Quelle humanité voulons-nous pour demain ? Et en fait, nos invités vont ce soir vous montrer à quel point le vin, mais aussi la vigne et tout ce qui l'environne peut être central, non seulement pour comprendre l'humanité d'hier, mais aussi pour dessiner celle de demain. J'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir Pascaline Lepelletier, sommelière, et Pierre-Yves Kivigère, philosophe. Pascaline Lepelletier, vous êtes donc sommelière. Vous avez entre autres été élue meilleure sommelière de France en 2018, 4e meilleure sommelière du monde en 2023. Vous êtes aussi directrice des boissons d'un restaurant à New York qui s'appelle Chambers et qui compte plus de 3000 références de vin, si je ne me trompe pas, majoritairement bio. Vous avez également une formation en philosophie avec une maîtrise sur le philosophe Henri Bergson. Et en 2023, vous signez 1000 vignes, un titre en référence à 1000 plateaux de Deleuze, un très beau livre illustré qui est un tour d'horizon précis, passionnant autour de l'univers viticole, à la croisée de plusieurs disciplines, la botanique, la géographie, la climatologie et bien sûr la philosophie. Pierre-Yves Kivigère, vous êtes professeur de philosophie du droit, vous enseignez à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont vous dirigez également le département de philosophie. Vous êtes un ancien élève de l'ENS, agrégé de philosophie, et vos domaines de prédilection sont le droit, la logique, l'éthique appliquée, des domaines a priori assez éloignés du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais vous êtes aussi un amoureux et un grand passionné du vin. Vous décidez en 2023 de mettre vos connaissances, votre méthode philosophique au service d'une philosophie du vin, un ouvrage personnel, savoureux, érudit, qui a été lauréat du prix Jean Carmé, couronnant les meilleurs ouvrages sur le vin et les plaisirs gourmands. Pascaline et Pierre-Yves, vous exprimez chacun à votre manière le lien intime qui unit le vin à l'humain. Pascaline, vous formulez cette hypothèse, le vin a sans doute contribué à la création de l'humanité. Pierre-Yves, vous rapportez ce savoureux propos de Rabelais, ce n'est pas rire qui est le propre de l'homme, mais boire. On aurait tendance à dire que l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, c'est pas tout à fait notre sujet. On va voir dans cette discussion comment le vin nous façonne en tant qu'humains, dans notre rapport à la terre, à nos sens, à notre plaisir et plus largement à notre humanité. Pour commencer, j'aimerais qu'on prenne conscience du lieu dans lequel nous sommes. Donc on est dans l'Agenais, une région viticole très riche. Michel Serres estimait que la vigne était une manière privilégiée de se connecter à sa terre natale, à son terroir. Je le cite, « Ne traversez pas le vignoble comme un bavard passerait la mer, vous n'y verrez rien, selon que des feuilles vertes ou rouges. Penchez-vous sur le sillon, terre ou corps strié, nué, chiné, tigré, silice, cailloux, sable, argile et calcaire, dépôts venus de haut ou versés de loin, apportés par la Garonne. » Donc c'est un extrait d'un livre assez savoureux qui s'appelle « Les cinq sens », paru en 1985. Et donc, dans cet extrait, le philosophe nous apprend à déguster le vin avec les yeux, avec les pieds peut-être, donc en partant du sol. Ma première question est pour vous, Pascaline. Dans quelle mesure cette question de la terre, du terroir, est fondamentale dans la compréhension du vin ? Alors d'abord, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un honneur pour moi. J'aurais jamais pensé en fait que le vin puisse m'amener à la philosophie. Mais
Et vice-versa, non, c'est un honneur. Donc je parlerai ce soir non pas en philosophe, ou plutôt en ancienne étudiante de philosophie, mais avant tout en tant que sommelière. C'est une pratique que je fais maintenant depuis une vingtaine d'années. Et je suis ravie en fait que ces rencontres me permettent d'être dans une région viticole que je pratique beaucoup au restaurant, mais que je connais assez mal, étant ligérienne, et étant souvent bloquée au nord de la Loire. Oui, cette idée de la vigne et de la lecture du terroir, je pense qu'elle est magnifique dans cette phrase que vous avez citée de Michel Serres, parce que les voyages que j'ai pu faire et mon étude de cette plante assez incroyable qu'est la vigne me font vraiment penser que c'est une plante paysagiste et paysagère par excellence. On peut juste le voir dans votre magnifique région. Le Sud-Ouest a une diversité exceptionnelle de terroirs géologiques. Et une des plus belles façons de le voir, c'est de voir comment la vigne a été cultivée. Le rapport de l'homme avec son sol, sur lequel se fonde notamment ce concept assez incroyable qui a été inventé en France au début du XXe siècle, qui sont les appellations d'origine contrôlée, les AOC, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous, repose en grande partie sur cette idée qu'un terroir particulier, qui est un sens originellement géologique, peut être exprimé par une culture particulière qui est celle de la vigne. Et notamment dans nos régions viticoles européennes, et je pense à cette très belle région du Sud-Ouest, mais en France, par un héritage qui est un héritage millénaire, qui est un héritage qui s'est vraiment développé sur un sens paysan. Donc paysan et paysage sont vraiment des mots liés pour moi. Eh bien, une culture particulière s'est développée grâce à cette plante qui demande en fait énormément de travail pour produire un fruit qui va permettre par la suite d'avoir vraiment la possibilité de le vinifier et d'en faire un vin. Et donc c'est vraiment une lecture presque au micromètre de chaque petite parcelle de vigne qui va entraîner une révélation de ce qu'il y a sous vos pieds par cette pratique viticole. Et on le voit, une des façons de le voir historiquement ont été les différents systèmes de taille, de vigne, de conduite de la vigne, et qui ont vraiment laissé en place des paysages extrêmement variés. Donc la vigne est de par la nécessité d'être une plante qui demande énormément d'attention en termes de sa culture, et notamment dans les zones un petit peu plus complexes de culture, c'est-à-dire là où les conditions climatiques commencent à être un petit peu plus compliquées, demande un travail de sculpture de la plante qui est intimement lié à ce qu'il y a dans le sous-sol, à ce qu'il y a au niveau météorologique et après au niveau culturel. Et lorsque moi j'ai commencé mes études de sommellerie, malheureusement c'est pas forcément des choses qu'on nous apprenait. On nous apprenait les différents systèmes de vignes, les différents types de tailles par exemple, les espacements entre les ceps, mais on ne nous expliquait pas vraiment pourquoi. Et c'est par la suite, lorsque j'ai commencé à voyager, où je me suis rendu compte que pour comprendre les régions viticoles, il fallait s'intéresser à leur histoire, il fallait s'intéresser à leur économie, il fallait s'intéresser à leur géographie, que j'ai commencé à voir à quel point en fait lire le paysage par la vigne était quelque chose d'absolument fascinant et qui informait autant sur la géologie et plus loin sur l'anthropologie. Et donc votre propos est très vrai et ça m'a entraîné une fois encore dans mes études originelles au niveau du vin. On ne nous apprend pas forcément ça. Et il a fallu que je me remette à penser peut-être en philosophe ma pratique du vin pour me rendre compte à quel point elle révélait une certaine humanité. Et un des grands textes qui m'a vraiment bouleversée par rapport à cette compréhension, le texte d'un géographe qui s'appelle Roger Dion, qui peut-être est connu de certains d'entre vous, qui a écrit une histoire de la vigne et du vin absolument exceptionnelle. C'est un géographe historien que je conseille à quiconque veut apprendre le vin, et qui en fait vraiment de la vigne une plante géographe, donc une plante de paysage, une plante de terre. Donc oui, pour rentrer dans le vin, et notamment dans le vin qui parle, et je pense le vin qui va nous faire parler aujourd'hui, et le vin qui va nous faire parler d'une humanité, c'est un vin d'un lieu, d'une interprétation par un homme ou une femme de sa terre, de son environnement, et qui en fait une plante par excellence pour moi de philosophie. Vous avez parlé de la diversité, tout de suite un mot qui est arrivé dans ce que vous disiez. 1000 vignes, le titre de votre ouvrage vise à souligner cette immense diversité du monde viticole. Pierre-Yves, vous écrivez ceci: le vin n'existe pas, il n'y a que des vins. Normalement, les philosophes aiment bien les définitions. Est-ce que face à une telle diversité, on peut vraiment parvenir à définir ce que c'est le vin ?
Je pense qu'on peut, et je dirais même qu'on doit définir le vin. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série de boissons, certaines très à la mode. Il y a toute une série de boissons qui se parent du nom prestigieux, noble, de vin, alors qu'elles ne sont pas du tout du vin. Ce n'est pas que ces boissons en soi soient détestables, antipathiques, mais c'est une vraie difficulté que de ne pas savoir si ce qu'on boit est ou n'est pas du vin. Alors, la définition du vin, elle est assez rapide, assez sommaire, et elle permet d'englober en effet cette grande diversité. Du vin, c'est quelque chose qui est issu d'une vigne, donc c'est du raisin. Il y a toute une série de boissons qui sont faites avec des cerises, avec des poires, avec des pommes, avec toute une série de choses. Certaines ont des noms, le cidre, le poiré. D'autres s'appellent, en France, on ne peut pas le faire, mais dans d'autres pays, on peut le faire. D'autres s'appellent vin de cerise, vin de poire, etc. Là, c'est déjà un premier problème, c'est-à-dire qu'on appelle vin quelque chose qui n'est pas du vin. Deuxième élément de la définition du vin, et qui là aussi englobe toute la diversité, le vin, c'est un produit alcoolique. Je déteste quand on parle de vin sans alcool. Il y a d'excellentes boissons sans alcool. Mon ami Benoît Donofrio, qui est connu sous le nom de Sobrelier, fait des choses absolument passionnantes. C'est pas du tout du vin, et il ne supporterait pas l'idée qu'on parle de vin. Le vin comprend et contient de l'alcool. Alors qu'on cherche à désalcooliser le produit issu de la fermentation du raisin, ou qu'on cherche à appeler vin une espèce de mélange un peu bizarre qui a la couleur et vaguement le goût du vin, tout ça est très embêtant. Le vin, c'est un produit dans lequel il y a de l'alcool. Alors aujourd'hui, l'alcool est très vilipendé, et en partie à raison, mais c'est dénaturer ce que c'est que le vin, la nature du vin, l'essence du vin, que d'imaginer un vin sans alcool. Et enfin, le vin, et c'est le troisième élément définitionnel, le vin est issu d'une fermentation. C'est pas parce que vous avez une boisson qui est faite avec du raisin, c'est pas parce que vous avez une boisson qui est faite avec de l'alcool ou qui contient de l'alcool, c'est pas pour autant qu'on peut parler de vin. C'est pour ça que l'expression qu'on emploie parfois et qui est légale, de vin de liqueur pour les mistels, est un vrai problème. Qu'est-ce que c'est qu'un vin de liqueur pour ceux qui ne connaissent pas le Floc de Gascogne ou qui ne connaissent pas le Pinot des Charentes? C'est du jus de raisin avec une eau de vie. Ce mélange-là n'est pas du vin. Donc, oui, on peut embrasser cette diversité avec une définition. Vous voyez, elle est tout à fait élémentaire, tout à fait simple. Mais elle a un gros avantage, c'est qu'elle permet quand même de dire, de façon solide, de façon plus solide que la distinction entre les bons et les mauvais chasseurs, qu'il y a des choses qui sont vraiment du vin et des choses qui ne sont pas du tout du vin. Mais le vin, c'est aussi un processus. Pascaline, j'ai beaucoup aimé votre expression tout à l'heure de sculpture de la vigne. Ma question, c'est à quel moment on peut dire, dans l'immense processus qui conduit à avoir du vin, que le vin est vin? Est-ce que ça se joue à la vigne, ou est-ce que ça se joue dans le fût, ou dans le verre que l'on boit avec plaisir, entre amis? À quel moment le vin devient un vin? Alors, à Bordeaux, il y a un œnologue exceptionnel qui s'appelle Axel Marshall, qui dirige une partie de l'ISVV. Et Axel a dit le vin naît deux fois. Le vin naît dans le chai et le vin naît dans la tête du dégustateur. Donc je pense qu'on va parler de ça aujourd'hui. Chacun de nous a une expérience différente du vin. Même si on goûtait tous en même temps à cet instant T du vin, on aurait tous une expérience différente. C'est une interaction très très forte entre un liquide qu'on va ingérer, qui va nous demander de faire attention, qui va nous donner des stimuli sensorielle, et qui va entraîner une réaction chez nous qui peut être à la fois mémorielle, rationnelle, émotionnelle. Et je pense qu'on va développer ça avec toi. Mais c'est vrai que le vin, originellement, est né aussi au chai. Donc il y a vraiment deux naissances. Il y a une naissance un petit peu technique, on va dire, la transformation d'un raisin grâce à la fermentation en un produit stabilisé pour une certaine durée de vie. Et après, il y a notre ressenti sur lequel on va réagir. Et ce qui est assez fantastique, c'est que ce vin produit, cette fermentation d'un jus de raisin, est un des composés, est un des produits les plus complexes biochimiquement qu'il nous est capable de digérer, digestible. Je vais m'expliquer. De tous les produits au monde,
en termes de composés chimiques, le vin est sans doute un des plus complexes. C'est quelque chose qui a une capacité de stimulation absolument incroyable. C'est dû, entre autres, au fait que ça vient d'une plante très particulière, la vigne, qui a été domestiquée au fil des millénaires, qui a donné un fruit très particulier, le raisin. Et ce fruit très particulier, le raisin, est capable de subir une transformation biochimique par des levures et des bactéries et d'être transformé en un liquide avec de l'alcool, mais plein d'autres composés extrêmement intéressants, qui peut être stable pour un certain laps de temps. Et non seulement il peut être stable, il peut être bon, mais aussi il peut incarner le lieu d'où il provient. Je vais m'expliquer. Par rapport à d'autres produits fermentés que vous pouvez connaître, comme les fromages, éventuellement comme certains thés. Certains thés sont fermentés, pas tous, mais certains sont fermentés, ou comme le café, certains cafés sont fermentés. Il est beaucoup plus difficile sur ces produits, alors peut-être un petit peu moins le fromage, de trouver une origine, de se dire quand vous le goûtez, ça vient exactement de ce lieu-là. Le vin, on a remarqué très tôt, au temps de l'Antiquité, qu'il y avait une possibilité de connecter ce produit fermenté avec un lieu. Et c'est comme ça qu'est née notamment, quelques millénaires après, la notion d'AOC. Donc on a un produit extrêmement particulier qui est fait au chai, mais qui en fait est fait à la vigne, grâce à une croissance très particulière de la plante qui est sans doute capable d'extraire des choses du sol qui se retrouvent dans le raisin. Ces choses qui sont issues du sol, qui se retrouvent dans le raisin, sont transformées, métabolisées d'une certaine façon durant la fermentation, sont préservées d'une certaine façon, et nous pouvons les goûter à tel point que lorsque moi je fais mes concours de sommellerie, on me demande de déguster à l'aveugle des vins et j'ai 30 secondes pour vous déterminer le vin, l'origine, le millésime, le producteur, le taux de sucre résiduel, sachant que lorsqu'on fait des compétitions comme le concours du meilleur sommelier du monde, les vins peuvent venir des 60 pays représentés par les candidats. Donc on peut se dire, voilà, à l'aveugle, moi je dois pouvoir vous reconnaître, je ne sais pas, je peux vous reconnaître un Côte du Marmandais contre un Jurançon ou un Irouléguy, ou alors un vin du Japon, un Pinot Noir d'Hokkaido, ou un País du Chili, ou un Zinfandel de Californie. Donc il y a ça. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable en fait, d'avoir ce produit unique qui est capable et qui a été en fait cultivé. La plante, elle a été domestiquée, la vigne a été domestiquée grâce à cette capacité d'incarner un lieu, d'en faire un produit satisfaisant au sens de plaisir, probablement aussi au niveau de la santé, juste parce qu'il y avait de l'alcool et que pendant très longtemps, il fallait trouver une façon notamment d'assainir les eaux, et donc avoir un petit peu d'alcool permettait d'assainir. Donc le vin a été consommé pour des raisons les alcools pour des raisons de santé, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment assainir le système des eaux. Et que cela, on puisse aussi le goûter avec une des choses les plus complexes au monde, en termes de sensations organoleptiques. C'est ce qu'on appelle un organoleptique, c'est tout ce qui sauge les sens, et qui par la suite a sans doute fait que cette boisson prenne une place si importante dans la culture de société, dans la civilisation en soi, et bien sûr dans tout ce qui est religieux. Donc voilà, le vin naît deux fois, et pour que le vin et les vins dont on va parler naissent, et que vous ressentiez cette complexité absolument incroyable du vin, il faut un certain protocole ou un certain rapport à la plante, un certain respect de la plante et du vivant, pour pouvoir transmettre cette capacité au raisin et pour la suite compter sur cette nature incroyable. Et juste pour finir, la façon dont moi je parle assez souvent du vin, le vin est quelque chose qui va naturellement se dégrader. Voilà, cette transformation, elle a une durée de vie. Et en fait, tout le travail du vigneron, et je prends ça avec des pincettes parce qu'il y a des vignerons dans la salle, et moi je fais un tout petit peu de vin, mais je ne suis pas vraiment vigneronne, c'est vraiment de conserver dans un état de grâce esthétique, aussi longtemps que possible, le vin. Le vin, il va évoluer, il va y avoir des vins quand vous les buvez jeunes, qui vont avoir quelques années, certains vins vont vieillir, donc il va y avoir un temps. Mais un vin au bout de 100 ans, 200 ans, 300 ans, j'ai eu la chance de goûter des vins du XVIIIe siècle, donc des très vieux vins, du début du XIXe siècle.
il y avait quasiment plus de goût, c'était de l'eau, les sédiments étaient tombés au bout de la bouteille. Enfin voilà, il y a une durée de vie malgré tout. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à stabiliser dans un temps de grâce esthétique qui va nous plaire, qui va nous satisfaire, un produit qui par nature va évoluer. Et c'est absolument magique, surtout quand on sait que cela peut être fait sans aucun intrant autre que du raisin. Vous êtes en quelque sorte une athlète de la dégustation à l'aveugle. Vous avez fait plein de concours. Comment on s'entraîne ? Quel sens on éveille ? Comment on devient un meilleur goûteur ? Quelle est votre routine pour apprendre à bien boire Alors bien boire ou bien goûter ? Les deux. Je vous ai dit, ça fait 20 ans que moi je suis sommelière. D'ailleurs, j'ai commencé une de mes premières visites, c'était dans cette région, au Comte de Marmandais, avec Elian Darros qui est dans la salle. Moi, j'y connaissais rien du tout et je goûtais pas bien du tout quand j'ai commencé. J'étais très intéressée par l'idée du vin, donc je pense qu'on y reviendra. Après oui, effectivement, moi ça va vers. Je fais beaucoup de concours de sommellerie et là je m'entraîne, donc je vais représenter la France au meilleur sommelier du monde l'année prochaine à Lisbonne. Donc là, on va commencer l'entraînement cette semaine. Enfin, on a déjà commencé l'entraînement. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'au final, nous ne sommes pas du tout éduqués au goût. C'est un des énormes problèmes de notre civilisation contemporaine. À l'école, nous ne sommes pas éduqués au goût. Si vous n'avez pas des parents qui vous donnent envie de sentir, de toucher, de goûter quand vous êtes jeune, vous êtes très rapidement entraîné à goûter des produits ultra transformés qui vous emmènent sur une espèce, pour moi, d'agueusie presque, parce que vous ne pouvez sentir que certaines saveurs très fortes. Vous n'êtes pas curieux au niveau des parfums, et les meilleurs des parfums que vous pouvez goûter sont souvent des parfums industriels et chimiques qui sont aussi incroyablement simplifiés. Donc en fait, j'ai dû presque désapprendre à goûter pour réapprendre à goûter. Je travaille en restaurant, j'ai toujours travaillé dans des restaurants avec des chefs qui aimaient le vin et qui aussi étaient des chefs qui travaillaient avec des produits de saison, des produits non transformés, donc tout était fait au restaurant. Et donc petit à petit, je me suis entraînée à juste réapprendre à goûter, à produire des produits, à remuscler, à redévelopper à la fois le tactile de la bouche et à sentir absolument tout ce que je pouvais. Donc j'ai commencé à retravailler mon outil de travail, donc moi. Et après, ça a été apprendre différentes techniques de dégustation du vin, parce que comme je vous l'ai dit, le problème avec le vin, c'est que lorsque vous mettez quand vous goûtez une gorgée de vin, vous avez plus de 10 000 stimuli qui viennent toucher votre cerveau en quelques secondes. C'est extrêmement complexe. Donc il y a beaucoup de choses que vous devez ressentir. Je pense que vous pouvez prendre une gorgée de vin et vous dites « Ah, j'aime pas ». Et dès que vous commencez à vouloir mettre des mots dessus, ça devient compliqué. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu cette éducation au goût quand on était petit ou un peu plus grand, à différencier l'acide de la mer, les différents types de sucre, à pouvoir différencier différentes odeurs. Et donc il a fallu que j'utilise des grilles d'analyse de dégustation au niveau des odeurs pour reconnaître les odeurs, puis pour reconnaître les goûts, puis pour les associer à des sensations que j'avais dans les vins, puis à comprendre d'où ces sensations venaient dans le vin. Est-ce que ça venait du cépage ? Est-ce que ça venait des techniques de vinification ? Est-ce que ça venait de l'âge du vin ? Est-ce que ça venait d'un climat ? Est-ce que ça venait d'un lieu ? Et donc, petit à petit, à créer une base de données qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des centaines de milliers de vins en je goûte en moyenne une centaine de vins par jour. Mais je goûte, je ne bois pas, je goûte, que ce soit clair, je crache. Mais pour arriver à ce niveau de mémorisation, il a fallu que je retravaille sur mon corps, que je comprenne comment ma physiologie marchait, comment ma mémoire marchait. Et subitement, c'est là qu'on se rend compte à quel point le vin est magique pour nous faire comprendre comment nous réagissons à tout ce qui se passe au niveau du nez, de la bouche et plus globalement de notre corps. Donc c'est un mélange de désapprendre, réapprendre par petites unités, puis apprendre progressivement à faire des liens, à essayer de comprendre d'où ça vient. Et honnêtement, c'est tellement complexe que vous ne le savez pas en fait. Donc pour être dans le vin, il faut vraiment aimer savoir, ne pas savoir. Aujourd'hui, c'est pour passer le prochain palier de dégustation où je dois être, c'est comprendre encore plus
comment tout le rapport entre le cerveau, la sensation et la physiologie marche. Donc je travaille aujourd'hui avec différentes personnes pour m'aider dans la compétition. Je travaille avec des neuroscientifiques, avec des nutritionnistes, et je travaille également avec des personnes qui sont plus dans la physiologie du corps, et je travaille aussi sur tout ce qui est méditation et mémorisation. Pierre-Yves, j'aimerais vous entendre sur ce rapport de la dégustation à la connaissance. Pour comprendre un vin, est-ce que c'est vraiment utile tout le temps d'avoir les yeux bandés, ou est-ce qu'à l'inverse, il ne faut pas plutôt savoir ce que l'on boit? Quelle est votre position sur ce sujet? Alors, avant toute chose, il faut rendre hommage à Nicolas Boulard, à qui on a emprunté le titre de notre réunion critique du raisin pur, puisqu'il est question de connaissance. On a emprunté ce titre à Nicolas, qui est un artiste contemporain. Ce titre est tellement génial, malheureusement, on n'a pas eu l'idée tout seul. Pour ce qui est de la connaissance, évidemment, je vais faire une réponse de philosophe, ce qui, à bien des égards, peut faire penser à une réponse de Normand, à savoir qu'il y a du bien dans les deux choses, à savoir dans la dégustation les yeux bandés et dans la dégustation les yeux ouverts, les yeux instruits, les yeux remplis de la mémoire et de la connaissance qu'on a du vin. Pourquoi les deux pratiques sont intéressantes? Bon, déjà parce que chacune des deux pratiques menées absolument seule conduit à une impasse. Il y a une impasse évidente dans le fait de conduire, justement. Le fait de boire les yeux bandés, si on ne voit pas pourquoi ça serait la seule chose qu'on ferait les yeux bandés. Enfin, on peut imaginer qu'il est un peu absurde de uniquement le moment où on vous sert du vin, là d'un seul coup, il faut devenir aveugle. Et de même qu'être uniquement dans un rapport de connaissance, au fond, c'est assez décevant au bout d'un moment. Pourquoi les deux sont intéressants? Parce que boire les yeux bandés, ce qu'on appelle usuellement boire à l'aveugle, c'est une manière de réussir à retrouver une espèce de fraîcheur dans la dégustation. C'est une manière de se tenir à distance de tous les a priori. Si on vous sert un vin prestigieux, je ne sais pas, on va dire du Pétrus, on va dire de la Romanée Conti, on va dire du Yquem, on va dire ce que vous voulez. On vous pose la bouteille devant vous, surtout si vous êtes invité chez des amis, ça va être très 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 compliqué de trouver le vin décevant. Imaginez, vos amis sont cotisés, ils savent que vous êtes passionné de vin, ils ont tous dépensé beaucoup d'argent pour vous offrir une bouteille de Pétrus, voire de Romanée Conti, voire un Trockenbeerenauslese d'Egon Müller. Là, il faut vraiment que vos amis soient très très riches et se cotisent beaucoup beaucoup. Et on vous sert ça et vous dites ouais, bof, franchement, j'ai bu des jajas meilleurs. Vous allez sûrement perdre pas mal d'amis dans cette soirée et on va pas trop vous réinviter. Et ça serait un peu dommage parce qu'au fond, la soirée, elle est intéressante aussi parce que vos amis ont entendu votre passion, ont fait un effort, se sont saignés aux quatre veines pour vous honorer en vous servant une grande bouteille. Donc, la dégustation à l'aveugle serait un peu absurde dans ce genre de situation. Mais on voit bien qu'il y a un biais là dans cette expérience qui est que vous n'allez pas pouvoir vraiment, sauf peut-être dans l'intérieur de votre conscience, vous n'allez pas pouvoir vraiment goûter ce vin comme vous auriez goûté n'importe quel vin. Or, même si c'est un vin rare, même si c'est un vin hors de prix, c'est aussi un vin. Et c'est un vin qui est soumis à toute une série d'incertitudes. Moi, je me souviens d'un malheur il y a 20-25 ans. On avait acheté avec des amis, ça nous avait coûté un peu cher, moins cher qu'aujourd'hui, mais une bouteille de Bollinger RD, ça faisait une somme importante pour nous, et elle était terriblement bouchonnée. On a passé un quart d'heure à se dire, oui, là, on est quand même sur un truc, bon, ça flirte un peu avec la sûre. Le raisin est très 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 confit. Non, c'était bouchonné, il ne faut pas chercher. Mais on ne pouvait pas admettre qu'on avait mis, ce qui aujourd'hui ça ferait 400 €, à l'époque c'était plutôt 400 francs, mais on n'arrivait pas à se dire, en plus, je ne vais
pas raconter les détails, mais enfin on était dans un chalet dans la neige très 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 loin de la civilisation, et il était impossible, et c'était le 31 décembre, et il était donc impossible de revenir à Lyon chez le caviste rapporter la bouteille en disant enfin elle était bouchonnée, c'est quoi cette affaire? Non, on était obligé de passer le réveillon avec la bouteille à 400 € qui était bouchonnée. Bon, heureusement il n'y en avait pas acheté un Magnum. Bref, tout ça pour dire que cette expérience-là, elle est évidemment fausse et altérée dès lors que vous voyez ce que vous êtes en train de boire. Et donc, ce qu'on retrouve quand on boit sans savoir ce qu'on boit, ce qu'on retrouve, c'est cette fraîcheur, cette naïveté, et voilà, on réfléchit exactement à ce qu'on est en train de boire, et donc il y a une forme d'objectivité de notre sensation qui est quelque chose d'extrêmement précieux. Mais à contrario, et Pascaline vient très bien de l'expliquer, c'est absolument exaltant que d'avancer dans le champ de la connaissance du vin. C'est-à-dire qu'être capable de distinguer deux cuvées qui viennent de deux parcelles juxtaposées, qui ont été vinifiées exactement de la même façon, avec le même cépage, les vignes ont le même âge, le tonnelier c'est le même, tout est pareil, et sauf que les vins, ils sont différents. Ça, c'est absolument passionnant. Et ça, c'est vrai que c'est une expérience qui n'est pas une expérience liée à la dégustation à l'aveugle. Évidemment, vous pouvez, pour vous entraîner, quand on fait des concours comme Pascaline, c'est sûr qu'il y a une espèce de travail aussi d'interaction et d'aller-retour entre le à l'aveugle et le connu. Mais pour l'amateur ordinaire, que je pense nous sommes pour la plupart, il faut un peu faire le choix entre les deux. Et la solution la plus simple, c'est de se dire, bon, peut-être qu'on va essayer de temps en temps, entre amis, de faire des dégustations à l'aveugle, mais ces dégustations à l'aveugle, on va essayer de les cadrer, de les organiser un peu. Par exemple, vous invitez vos amis, vous dites, alors ce soir, on fait une dégustation à l'aveugle, il n'y aura que des côtes de Marmande. Voilà. Ce sera que ça, je vous le dis. Bon, ok, très bien. Et vous glissez au milieu pour vous amuser, vous mettez au milieu un fronton, vous mettez au milieu un Saint-Émilion. Bon, ça, c'est intéressant parce qu'il y a un petit jeu. C'est sûr qu'à la fin, si vos amis vous disent « Ah ouais, le meilleur, c'est vraiment la bouteille numéro 7 et que pas de bol, c'est le Saint-Émilion », vous allez un peu vexer vos amis. Il y a peu de chances que quelque chose comme ça arrive, mais c'est le seul intérêt qu'il y a à vraiment faire une dégustation totalement à l'aveugle avec plusieurs amis, parce que sinon, vous comparez des choses incomparables. Si à l'aveugle, je vous mets un Sauterne, un Côte de Nuit, un vin de Provence et un Alsace, bon, en plus, il faudra réfléchir à l'ordre dans lequel on vous sert. On commence par vous servir le Sauterne, et puis après, le rouge, il va vous sembler un peu bizarre. Enfin bref, on est quand même un peu obligé de s'organiser pour avancer dans le chemin de la connaissance du vin. Donc voilà, il faut faire les deux et réfléchir vraiment à comment on fait les deux. Juste pour revenir rapidement sur le titre critique du raisin pur dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est une référence à Kant qui a écrit je le dis quand même, qui a écrit la critique de la raison pure. Et vous, dans votre livre, vous avez essayé de chercher chez les différents philosophes qui s'intéressait au vin, comment ils s'y intéressaient. C'est aussi un vrai travail de recherche. Et comme je disais en introduction, ça va pas de soi. On a parfois l'impression que l'intellect est totalement déconnecté, voire antinomique avec toute idée de plaisir, avec l'hédonisme. Or, tous les deux, vous avez une formation en philosophie. Dans quelle mesure, au contraire, la philosophie permet parfois de se reconnecter à ses sens, à sa sensorialité? Je ne sais pas qui veut. Allez-y, Pierre-Yves. Le travail de la philosophie n'a pas vocation, et ça, pour le coup, on peut vraiment remonter aux premiers travaux philosophiques. Le premier grand philosophe, c'est évidemment Platon. La philosophie n'a pas vocation à n'embrasser que l'esprit, que l'intellect, que la cérébralité. La philosophie, c'est une démarche critique par rapport à l'ensemble du réel qui nous entoure, plus notre propre flux de conscience, bref, par rapport à tout ce qui est. C'est simplement essayer de trouver des outils pour savoir comment on comprend les choses, comment on les appréhende. Et donc, le corps et les jouissances qui peuvent naître du corps, tout cela est un miel pour philosophe comme n'importe quoi. Il n'y a pas que la dialectique, il n'y a pas que la métaphysique, même si ce sont des choses absolument passionnantes, il n'y a pas que la logique. La philosophie peut aussi se saisir
de ces réalités immédiates, concrètes, comme celle du plaisir qu'il y a à déguster un bon vin. Alors c'est sûr qu'il y a eu, à une certaine époque de l'histoire de la philosophie et plus généralement de l'histoire de la pensée, il y a eu une espèce de défiance vis-à-vis du corps. Le corps, mais c'est probablement plus pour des motifs religieux que pour des motifs philosophiques. Il y a eu l'idée que quand même le corps, c'était un peu sale, c'était un peu dégradant, et que si on voulait s'élever, il fallait s'éloigner de notre corps au bénéfice de notre âme. Je crois qu'on est assez largement revenu de ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut sacrifier une espèce d'anti-intellectualisme, au sens où le travail intellectuel, le travail conceptuel, le fait de construire des catégories, le fait de mobiliser des concepts, des idées de façon générale, tout cela peut nous aider à affiner notre expérience. Quand on comprend mieux ce qu'on fait quand on boit un verre de vin, c'est pas comme si on avait une espèce de construction intellectuelle, cérébrale posée sur une sensation brute. Non, au contraire, on affine aussi cette sensation. Et en retour, notre manière de penser, je pense qu'elle devient plus fine et plus subtile si elle laisse sa place à l'expérience de notre propre corps, à l'expérience de notre respiration, ce que c'est qu'être en vie, être capable, comme philosophe, de savoir ce que c'est qu'être en vie, pas en lisant simplement une espèce de définition purement abstraite, voire éventuellement scientifique. Ça ne suffit pas. Il faut en plus faire l'expérience de ce que c'est que la vie. Et donc, la vie, c'est aussi être un corps buvant, être un corps joyeux de boire ou pas joyeux, parce qu'on n'a pas toujours envie de boire, heureusement d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est pas quelque chose, là, encore une fois, c'est encore une espèce de réponse de Normand, j'en suis désolé, mais il n'y a pas à opposer l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on raffine notre manière de vivre notre corps grâce à l'esprit, et on raffine notre esprit grâce à notre manière de vivre notre corps. Pascaline, tout à l'heure, on a pu commencer à voir avec vous comment ça fonctionnait. On a parlé de mâchoire, on a parlé de choses assez concrètes. Pour revenir encore un tout petit peu sur la philosophie, vous êtes bergsonienne, vous connaissez bien Henri Bergson, qui est un grand philosophe du temps. Il fait notamment la différence entre le temps qualitatif et le temps quantitatif. Ma question concerne donc ce rapport au temps que peut permettre la dégustation ou le vin en général. Dans quelle mesure déguster un bon vin, prendre le temps de sentir, c'est rentrer dans une autre temporalité, selon vous ? Oui, j'ai pu faire cette expérience de plein fouet. C'est comme ça en fait que j'ai décidé de dédier ma vie au vin. Je sais qu'il y a une question qui vient après, mais je vais en parler maintenant, comme ça donnera un contexte. Donc j'ai fait des études de philosophie, je voulais faire je me destinais à l'enseignement. J'ai arrêté pour des raisons de fatigue intellectuelle, et on m'a dit va travailler, ça va te faire du bien. Donc je suis allée travailler et j'ai découvert le milieu de la restauration que je ne connaissais pas. Voilà, j'ai 24 ans et j'ai trouvé ce milieu absolument fascinant. Être dans un restaurant, travailler avec la nourriture, la culture gastronomique, ça a été vraiment une révélation. Et j'avais besoin en fait de sortir de ma tête et de retourner dans mon corps. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je découvre ça et je découvre vraiment le vin, je commence à goûter. Et de fil en aiguille, un jour arrive, je suis en fin de préparation d'un DESS et je travaille chez un traiteur à Paris, faire du planning de traiteur pour les maîtres d'hôtel, et l'un d'entre eux m'apporte une bouteille. Il savait que j'aimais bien le vin, il savait que je commençais à passer beaucoup de temps dans les caves, dans ma région natale, enfin d'adoption plus exactement, et en fait il m'apporte une bouteille absolument magique, qui est une bouteille qui a changé ma vie. C'est un château d'Yquem, donc on a déjà parlé, donc c'est un des plus grands vins liquoraux au monde, qui est pas très loin d'ici, dans la région du Sauternais, donc Yquem 1937. Donc, dans la bouteille d'origine, qui est le grand millésime d'Yquem. Donc un magnifique vin liquoreux de 1937. Et donc, c'est un vendredi après-midi, on est au bureau, moi je dois partir à 17h30 pour prendre mon train, j'ai fini mes plannings de la semaine suivante pour mes maîtres d'hôtel, arrive ce maître d'hôtel avec cette bouteille en verre d'origine, verre bullé, 3/4 pleine, qui venait directement du château. Toute histoire, comment la bouteille est arrivée là. Il me dit, il faut que tu goûtes ça.
Et on était donc, il n'y avait pas de verre. Il y avait des petites tasses en plastique de la machine à café. Je ne m'y connaissais pas à l'époque. C'est mieux qu'au goulot. Et en fait, on ouvre, on goûte. Et là, j'ai goûté ce vin-là. Alors, j'avais déjà goûté des vins. J'avais déjà commencé à suivre des cours à la fois d'œnologie et de sommellerie, donc sur la technique de production et sur la technique de service. Donc, je commençais déjà à goûter et d'avoir goûté des jolies choses. Mais là, littéralement, le temps s'est arrêté. Là, littéralement, j'ai goûté ce vin. Je suis incapable de vous dire combien de temps j'ai mis pour goûter ou boire la gorgée. Tout ce que je sais, c'est que ça s'est arrêté. Il y a eu une expérience absolument incroyable de plaisir, d'émotion, d'image, vraiment. J'étais dans un autre état. Et je finis cette gorgée qui vraiment me procure un état quasiment d'extase. Et la première chose que je me dis, ça doit être la durée bergsonienne. Que j'avais étudié Bergson, j'avais fait une partie de j'avais juste fait une maîtrise, hein, donc je me loin d'être bergsonien. J'avais une petite maîtrise de Bergson sur la problématique du langage chez Bergson, et donc j'avais étudié la différence entre ce temps mathématique et cette durée, cette expérience qualitative de la vie, et là je me suis dit mais ça doit être ça, cette dilatation. En fait, il y avait une impression de dilatation de l'instant, mais aussi ce qualitatif qui s'étendait sans s'arrêter. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, le soir même, je suis littéralement rentrée chez moi. Le lendemain, je signais pour une mention complémentaire en sommellerie et je devenais sommelière je rentrais à l'école de sommellerie 2 semaines après en me disant, il faut que j'aille dans le vin. C'est incroyable que j'ai pu avoir autant de ressenti physique, physiologique, organoleptique une fois encore, mais aussi une stimulation intellectuelle, émotionnelle, imaginative tellement forte. Le vin peut m'apporter ça, ce que je cherchais indirectement. Je savais que la philosophie serait jamais loin dans ma vie, mais il me manquait une dimension physique dans ma pratique de la philosophie qui, lors de mes études, j'avais fait prépa, puis la maîtrise de philo, était extrêmement cérébrale. Et donc, je suis rentrée dans le vin grâce à ça, grâce à cette expérience-là. Alors, tous les vins ne peuvent pas vous donner cette expérience-là. Je peux vous dire qu'après 20 ans de pratique, c'est là que je suis tout à fait, moi, je te suis sur cette idée de plus que de dialogue, une philosophie incarnée. C'est magnifique d'être ici avec Michel Serres, parce que je pense qu'il a été un des penseurs qui a remis le corps au centre de la vie, au centre de la pensée. Je suis vraiment convaincue plus que jamais qu'il faut se réapproprier cette physicalité de la pensée et inversement, hein, pour vraiment apprécier la richesse de l'existant. Et c'est ce que j'ai cherché dans le vin par la suite, petit à petit, et ce qui m'a fait comprendre que tous les vins ne pouvaient pas vous donner ça. C'est comme en fait pour toutes les productions artistiques qui peuvent stimuler vos autres sens. Toutes les productions artistiques ne peuvent pas vous donner ça. Toutes les pièces de musique ne sont pas la toccata de Bach. Il y a vraiment quelque chose dans certains vins qui sont faits d'une certaine façon, qui peuvent vraiment vous toucher à un point tel que vous pouvez avoir cette expérience absolument incroyable de ce flux du vivant et de cette qualité du flux du vivant qui vous fait vous sentir un. Et donc mon travail, c'est de faire en sorte que les gens ressentent ça. Alors je ne peux pas vous faire goûter à tous de l'Yquem 37, mais pas ce soir. Ah oui. Mais le but de mon travail en tant que sommelière, et je pense qu'on va en arriver après, c'est pas seulement au restaurant quand je vous sers un vin ou quand je choisis un vin ou quand je fais mes cartes des vins, c'est de faire sentir à chaque personne qui vient dans mon restaurant à table que par le goût, qu'en goûtant, vous pouvez avoir un rapport à vous-même absolument incroyable, holistique, extrêmement fort, qui va jouer aussi bien sur vos sens que sur votre esprit. Et ça, certains produits peuvent le faire, c'est quelque chose d'absolument incroyable, parce que lorsque vous allez boire et manger, vous allez vraiment ingérer. Enfin, on est dans cet espoir de ce rapport interne-externe qui subitement disparaît, et vous avez cette capacité absolument incroyable en vous, qui, pour moi, peut être révélée par l'alimentaire, par le vin, par un certain type de gastronomie. Et ça, c'est mon travail au restaurant, de le faire. Pierre-Yves, est-ce que tout le monde est d'accord, quand on a étudié un peu le vin, pour reconnaître un grand cru? Est-ce que l'appréciation d'un grand vin est universelle?
pour reparler un peu de Kant, qui est le grand penseur de l'idée selon laquelle le beau est reconnaissable universellement. Non, universellement non. Le vin n'est pas suffisamment connu, suffisamment maîtrisé, suffisamment apprécié pour que tout le monde soit capable de reconnaître ce que c'est qu'un grand vin. Si par universel, donc on entend la totalité de l'humanité, je ne crois pas qu'on puisse dire oui. On ne va pas se lancer dans une critique de Kant, mais je suis par ailleurs assez sceptique, au-delà même du vin, sur la solidité de cette thèse. Mais enfin, c'est une autre question. En revanche, si par universel, on entend l'ensemble des personnes qui ont une certaine expérience du vin, qui se sont éduquées au vin, je pense que oui, il y a quelque chose comme une objectivité dans la reconnaissance de ce que c'est que le grand vin. Mais là aussi, c'est la même chose que dans le champ esthétique de façon générale. Un grand tableau, une grande composition musicale, un grand roman, tout ça va faire l'objet d'une espèce d'unanimité chez les spécialistes, les critiques, les personnes qui se sont initiées. Attention, reconnaître que quelque chose est grand ne veut pas dire qu'on l'aime. Une des choses qui caractérise ce qu'on peut appeler l'expertise, un terme qu'on n'aime plus trop aujourd'hui, il est de bon ton et de bon goût de critiquer les experts, de se méfier des experts, c'est en partie vrai parce qu'ils sont souvent un peu sentencieux, mais il y a quelque chose quand même qui fait l'expertise, qui fait la maîtrise d'une certaine connaissance et d'un certain champ, c'est d'être capable de trouver remarquable, de trouver de très haut niveau, de pouvoir dire qu'il est grand quelque chose qu'on n'aime pas. Quelqu'un qui connaît le vin, c'est quelqu'un qui, par exemple, ne supporte pas du tout le goût que parfois peut avoir le Riesling, en particulier quand c'est sur un sol volcanique, des notes un peu pétroleuses, un peu d'hydrocarbures. Vous avez quelqu'un qui peut tout à fait détester ces notes, mais qui est quand même capable de dire ça c'est un grand Riesling sur un terroir volcanique, ça c'est un petit Riesling sur un terroir volcanique. C'est pas pour autant que la personne qui dit ça va se mettre à aimer ce goût. Simplement, de même que vous pouvez détester les tableaux de Rembrandt, et si vous connaissez un peu la peinture, vous n'allez pas dire « Ah ouais, Rembrandt, ouais, c'est le type qui fait des croûtes là, un peu obscures, ouais, franchement, je sais pas pourquoi on en fait tout un plat. » Non. Personne qui connaît la peinture ne va dire ça. Si vous ignorez tout de la peinture et que vous n'avez pas les tableaux un peu sombres, vous pouvez dire ouais, c'est qui le type qui a fait la croûte un peu sombre. De même que vous pouvez dire on va vous servir un grand Riesling de Zintumbrecht sur un grand cru et vous dire ouais, ou un Clos Saint-Une, ouais, ça sent un peu le pétrole ton machin. Tu veux pas plutôt me filer du rouge? Je préfère le rouge. Bon, si vous êtes quelqu'un qui s'est familiarisé un peu sérieusement avec le vin, vous allez pouvoir dire, même si vous détestez le Riesling, vous allez pouvoir dire, oui, ça c'est un grand vin. C'est bon, voilà, mais j'aime pas. C'est bon, mais j'aime pas. Là, on parle du vin, mais on n'est pas en train d'en goûter. Pour essayer d'incarner un peu cette expérience, j'ai bien envie de vous lire un autre petit extrait de Michel Serres, qui, comme vous, Pascaline, a eu une révélation en goûtant un château Yquem. La tunique du liquide avait pris un or profond, jaune orangé, tirant sur le cuivre, nué de reflets roses, couleur sage et intelligente parfumée au piquant du désir. On aurait dit un fond de chaudron poli par la patience et le temps dans une cuisine flamande, un peu obscure, entre des traverses de bois noir. Le vin luisait comme la paille dans une étable, comme la boîte du compas illumine le quart, la nuit, dans le vent. Le bouchon, solide, passait déjà un peu au fluide. Le liège brun virait au blond, tout changeait de phase. Cet assez joli extrait m'a tout de suite fait penser à un mot qui revient souvent quand vous parlez du vin. Vous parlez d'émerveillement. Dans quelle mesure
ce mot vous accompagne au quotidien quand vous goûtez? Oui, j'ai emprunté ce mot émerveillement à un passage platonicien dans mes études. Le vin me permet en fait de m'émerveiller de ce qui m'entoure. J'ai la chance de travailler d'abord de faire de ma passion mon métier, et c'est un petit peu ce qui a conduit à l'écriture de 1000 vignes en fait. C'est-à-dire que le vin est en fait une porte d'entrée dans absolument tous les champs de l'humanité. Par le vin, vous pouvez vous intéresser à tous les aspects civilisationnels. Là, vous avez par exemple juste cette phrase, on peut s'intéresser à la poétique, on peut s'intéresser au langage, on peut s'intéresser indirectement à l'esthétique, on part dans l'art. Le vin permet de s'intéresser à l'économie, à l'histoire, à la sociologie, à tout ce qui touche à l'humain. Et dès que l'on s'intéresse vraiment au vin, on va commencer aussi à s'intéresser à la nature. Et on va s'intéresser à tout ce phénomène naturel de la fermentation, qui va vous entraîner à tout ce phénomène de l'invisible, qui va vous amener à vous regarder la plante, à regarder le sol, et subitement avoir une humilité forcée, parce que tout ce qui vous entoure devient possibilité d'émerveillement. Et cette possibilité d'émerveillement, j'ai eu la chance, moi, en plus de la vivre au travers de mes voyages. Le vin m'a conduit dans énormément de pays, m'a fait découvrir des cultures incroyables partout dans le monde, m'a fait ouvrir sur d'autres cultures, au-delà du vin, une fois encore la gastronomie et tout ce qui s'ensuit, et m'a fait vraiment ressentir qu'une fois encore mon travail au quotidien au restaurant, c'est de provoquer cet émerveillement. C'est-à-dire qu'on a, dans un monde qui est sursaturé, on a l'impression qu'il y a du plaisir tout le temps, ou on est surmotivé, à plein de choses, où on a accès à pratiquement des explications sur tout. Vous avez juste à prendre votre téléphone, et aujourd'hui, malheureusement, à juste poser une question à votre téléphone, et il peut vous donner la réponse sur absolument n'importe quoi. On a perdu le sens de l'émerveillement. Et je crois vraiment que par la sensation d'un vin, alors une fois encore c'est décuplé dans le vin juste par son composé chimique, mais on peut à nouveau s'émerveiller de la nature, s'émerveiller de nous-mêmes, s'émerveiller de ce rapport absolument incroyable entre les deux, et peut-être du plus grand qui est autour de nous. Donc c'est un sentiment pour moi qui est très fort, parce que c'est un sentiment de joie qui amène à la curiosité, qui amène au pourquoi, et qui amène à vouloir peut-être découvrir par soi-même, et qui est plus que jamais présent aujourd'hui, avec aussi une certaine innocence. Et je pense que cette innocence de l'émerveillement est extrêmement importante pour nourrir un vrai sens de la découverte et un vrai sens critique. Et c'est ce que je cherche aujourd'hui. Je cherche à retrouver une espèce de naïveté dans un monde qui est devenu quand même extrêmement cynique et pas forcément très, très, très optimiste, et se dire voilà, ce vin m'a permis de repenser mon rapport à moi-même et mon rapport à l'autre, et la façon dont je vois mon rapport à ce qui m'entoure. Quand je vois le travail que font les vignerons et la relation qu'ils ont avec leurs plantes, et comment avoir une certaine activité agricole, qui est quelque chose de très très fort. Je relisais des textes de Michel Serres par rapport à la force du paysan avant de venir. Mais ce rapport très particulier à la terre, où on fait partie en fait d'un cosmos beaucoup plus large et une certaine cosmologie, que nous sommes en train aujourd'hui de perdre de plus en plus, avec l'évolution technologique que nous sommes en train de voir, eh bien oui, il y a cet émerveillement de voir ce qu'il est possible de faire par ce rapport d'un humain dans son environnement. Et ça, c'est ce qui me motive au quotidien à défendre et à supporter un certain type de vin et un certain type de viticulture et un certain type d'agriculture, où il y a un nouveau contrat, un nouveau contrat naturel, si vous voulez, pour reprendre évidemment une idée forte, où il y a un autre rapport au monde qui est possible et qui n'est pas un rapport d'opposition, de maîtrise, de sursaturation, de surexploitation qu'on est en train de voir. C'est d'ailleurs la conclusion de votre livre. Vous écrivez « La révolution à venir, tellement nécessaire, ne pourrait être qu'une révolution du palais ». Donc il faut commencer par soi-même, par ses goûts. Je peux vous faire toute la plus grande dissertation du monde que vous voulez sur pourquoi est-ce qu'il faut manger, boire bien, en 3 parties avec des arguments. Pour vous convaincre vraiment, je vous emmène avec moi, on va les goûter, on va les manger. Il faut que vous le ressentiez. Il faut que vous le ressentiez. Et une des façons la plus fortes de ressentir quelque chose aujourd'hui au plus profond de soi, avec un plaisir
fondamentale, c'est parce que vous mangez et parce que vous buvez. Ça, je le crois vraiment. Et c'est ce que je vois au restaurant. Quand je suis au restaurant, je n'essaye pas de leur dire buvez ce vin, c'est certifié bio, ou goûtez ce vin, il n'y a pas de soufre, ou goûtez cet accord mets et vin avec je sais pas, ce carré de porc qui vient d'une ferme avec des vieilles variétés de porc. Non, je fais rien. Moi, j'essaie de comprendre la personne qui est en face de moi. Et j'essaye pas de lui dire ce qu'elle doit goûter, ce qu'elle doit ressentir. J'essaie juste de comprendre quel est l'espace un petit peu de liberté personnelle, liberté esthétique, de curiosité que la personne a à ce moment-là dans mon restaurant, et chacun est différent, de comprendre où ils en sont dans leur recherche personnelle, dans leur appréciation personnelle du goût, et de trouver la bonne bouteille et le bon accord pour que vous le ressentiez. Et ça va provoquer quelque chose de « waouh, ça c'est vraiment bon ». Ça me fait plaisir. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça va peut-être une petite graine. Et vous allez revenir peut-être après. Et il va y avoir à nouveau la même expérience. Vous allez dire, mince, ça, j'aime vraiment ça. Et subitement, vous dites, mais pourquoi d'où ça vient? Pourquoi? Ça vient d'où ce vin? Comment il est fait? Pourquoi c'est... Et là, c'est comme ça qu'on va vraiment convaincre qu'il y a peut-être une alternative, qu'il y a des choses différentes, qu'il y a une façon de faire différente. Et je peux vous assurer que j'ai bien plus de résultats par rapport à ma vision en fait de notre gastronomie en faisant goûter par le sens, parce que justement vous touchez à quelque chose d'extrêmement fondamental qui n'est pas seulement juste donner des calories aux gens. Il y a vraiment cette idée de nourrir et de restaurer, et qui est la racine du mot restaurant. Donc je crois vraiment que la prochaine révolution viendra de la façon dont on mange et dont on boit, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du bien-être, que ce soit au niveau de la curiosité. Pierre-Yves, juste pour revenir sur ce quelque chose qui se passe dont parlait Pascaline, vous, il y a un concept que vous mobilisez souvent, c'est celui de joie. Dans quelle mesure, au final, un bon vin, c'est pas avant tout un vin qui rend joyeux? Ça sera ma dernière question, après je vous laisserai poser vos questions. Oui, j'emprunte ce concept de joie à Clément Rosset. Clément Rosset était très, très attentif à ce qu'on ne confonde pas la joie avec le plaisir, avec la satisfaction. Il avait une conception extrêmement fine, complexe, un peu exigeante de la joie, qu'on pourrait résumer ainsi. La joie, c'est le fait d'accepter ce qui est. Alors évidemment, ça veut dire accepter aussi ce qui n'est pas agréable, accepter aussi la souffrance, accepter aussi ce qui est sombre. Alors accepter ne veut pas dire se résigner. Accepter ne veut pas dire « Oh, mais après tout se vaut, les choses horribles comme les choses satisfaisantes ». Non, mais c'est simplement être dans une disposition qu'on pourrait appeler d'une disposition de non-maîtrise, de renoncement au fantasme de pouvoir tout organiser, tout structurer, tout maîtriser. L'expérience du vin, je crois qu'elle est joyeuse parce que c'est une expérience tout simplement du réel. Une expérience du fait que le réel, et c'est ce que dit Rosset, le réel, il n'y en a qu'un, c'est pas la peine d'en chercher d'autres, il n'y en a qu'un, il faut l'affronter en face, il faut l'accepter. Et donc, le vin, il est changeant. Si j'aime beaucoup les vins bio de façon générale et nature de façon spécifique, c'est parce que vous les servez et c'est vrai que pendant le temps du repas, ils changent beaucoup. Bon. Ce changement, c'est quelque chose qui est source d'une joie considérable si on accepte l'idée que vivre, c'est ne pas tout maîtriser. Vivre, c'est accueillir le réel dans sa complexité, sa diversité, sa variété, et que donc il y a une part de surprise dans le fait de vivre. Le vin, c'est une immense surprise. Alors parfois c'est un peu une mauvaise surprise. J'évoquais tout à l'heure un Bollinger RD bouchonné dans un chalet. Parfois c'est une mauvaise surprise, mais enfin la plupart du temps c'est une bonne surprise. Et parfois la bonne surprise va jusqu'à ce que Pascaline décrivait, à savoir une extase. Moi, ça ne m'est pas arrivé très souvent, mais ça m'est arrivé en effet quelques fois, mais pas au point que ça décide d'une vocation. Mais enfin, voilà ce que je pouvais dire sur la joie. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser à Pascaline et à Jean-Yves. Oui, bonsoir.
Je constate que dans l'assistance, il y a quand même beaucoup de cheveux gris. J'ai des enfants auxquels j'essaie de faire partager le goût de la dégustation du vin. Donc, de par votre expérience, qui est fantastique, quels conseils vous pourriez nous donner pour aider à faire mieux déguster le vin et peut-être éviter que d'autres boissons prennent le pas, comme je crois que c'est le cas actuellement chez les générations montantes. Ça revient à plusieurs choses. On le voit, nous aussi. Alors, moi, je travaille à New York. La même tendance est présente à New York. D'abord, il faut rééduquer au goût et au plaisir de goûter et de cette diversité du goût. Des instants sociaux aussi, de manger ensemble et de goûter ensemble. Nous, on le voit énormément, mais une déstructuration totale des repas, des choses mangées sur le pouce, ces moments où on mange beaucoup moins et où le vin n'a pas la place. Alors en plus, moi, aux États-Unis, il n'y a pas forcément la culture du vin à table. C'est possible, mais généralement, c'est avec une influence européenne. Donc c'est un modèle de consommation très européen. En plus, on a un mouvement très très fort de tempérance et où le vin est vilipendé, et où d'autres drogues récréatives ont pris le dessus en termes de sociabilité et entre guillemets avec une notion thérapeutique de bien-être comme le cannabis. Donc en fait, on a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et une sursaturation marketing de produits qui sont bien plus faciles à produire. Qui sont bien moins chers à produire et qui donnent, qui sont beaucoup plus accessibles. Alors ce que je vois malgré tout, c'est que on l'a effleuré, mais il y a un mouvement qui est notamment le mouvement des vins qu'on appelle des vins naturels. Alors c'est un grand débat sur la dénomination, qui a fait qui contribue à l'heure actuelle à accueillir, à faire en sorte qu'une plus jeune génération s'intéresse au monde du vin, justement de plein de façons. D'abord sur une façon juste purement de goût, en explorant des choses très diverses, et aussi en cassant les codes par rapport à un monde du vin qui quand même pendant a été très longtemps un monde du vin extrêmement codifié, qui semblait absolument impénétrable, que les professionnels, certains, ont rendu peut-être impénétrable le vin mystérieux, vous ne savez pas goûter, des codes, des accès. Et donc ce mouvement des vins nature a beaucoup aidé à démocratiser, à changer, et jusqu'à l'excès. Et je vois qu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans certains quartiers de New York, quand vous êtes à Brooklyn, où il y a plein de bars à vin, où il y a plein de jeunes qui boivent du vin, avec ce côté beaucoup plus léger en fait. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois rééduquer au vrai goût, et ça, je pense que c'est un combat énorme à faire, parce que le goût est vraiment, à l'heure actuelle, malheureusement, surdominé par l'ultra sucré, l'ultra salé, tous les texturants, tous les agents de goût. Donc il faut réapprendre petit à petit à s'intéresser. Moi, je vois que ça peut se faire par l'intérêt avec les cuisines du monde. À New York, on a beaucoup de chance parce qu'on a quasiment toutes les cuisines du monde, et des cuisines comme la cuisine coréenne aujourd'hui a fait beaucoup de bien parce que ça vous goûtez des nouvelles choses. Donc c'est un peu comme vous, oh tiens, j'ai jamais goûté ça, donc ça vous entraîne à goûter autre chose, donc ça fait beaucoup de bien. Donc en France, diversité des cultures, diversité des goûts. Et encourager une consommation aussi mieux mais modérée. Je crois que c'est important de jouer d'insister sur cette possibilité d'avoir un amour du vin, une dégustation du vin, mais tout en faisant attention à soi-même et attention à son corps. C'est quelque chose dont je parle de plus en plus lorsque j'enseigne, lorsque j'éduque. Je dis le vin pour moi m'a permis de trouver un mieux-être en consommant moins mais mieux, et le côté santé est super important pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Donc il y a ce côté démystifier, rééduquer, explorer du vrai goût, et après montrer que c'est possible de le faire tout en étant responsable, avec ce côté bien-être, je pense, et aujourd'hui quelque chose de très critique, un mot qui revient beaucoup dans la société.
Bonjour. Je trouve que le premier contact que l'on peut avoir avec un vin, notamment la première goulée, dépend beaucoup de l'état de la bouche qu'on a à ce moment-là. Donc, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner pour ce qu'on appelle, je crois, la mise en bouche et globalement la préparation physique, pour bien déguster, bien profiter du plaisir du vin? Oui, c'est un sujet. Alors, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, mais même nous, quand on est dégustateur professionnel, je goûte aussi pour des revues, pour la Revue du vin de France. Et je fais en fait, ça m'a toujours assez étonné qu'on ne fasse pas attention à son corps et à comment on sent quand on va goûter. En fait, on n'est pas du tout des machines. Hein. C'est bien loin ça. Donc, pour se préparer, moi, quand je me sens pas bien, je goûte pas. Voilà, tout simplement parce que ça a aucun sens. Ça va fatiguer mon corps, ça va me fatiguer. Physiologiquement, on commence à comprendre comment ça se passe au niveau de la bouche, mais évidemment au niveau de l'intestin, au niveau de tout ce qui se passe au niveau de l'estomac, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire là-dessus aussi. Donc généralement, quand moi je sens que je goûte pas bien, ça veut sûrement dire que je suis pas bien non plus, que je risque d'être malade. Donc parfois, je dois quand même goûter pour des raisons professionnelles. J'essaye de boire énormément d'eau, de me reposer. Vraiment, il n'y a pas de solution miracle quand vous n'êtes pas bien, quand vous goûtez pas bien. La solution miracle, c'est que subitement, ça vous demande, vous, de vous interroger sur votre physiologie. Et on a tous une physiologie hyper différente. Et c'est ça qui est très intéressant pour le vin, ça devient un miroir de son propre corps. Quand vous goûtez un vin, vous allez saliver d'une certaine façon, vous l'allez ressentir d'une certaine façon, et en fait, ça va vous donner en miroir votre constitution intérieure. Et c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure en fait, de ma pratique. Donc lorsque je sais que j'ai des grosses séances de dégustation qui vont être présentes, je fais très attention à ce que je mange la veille, je mange très spécifiquement la veille, je dors beaucoup, et avant de faire une vraie dégustation, je me calibre. Et lorsque je prépare, par exemple, pour mes préparations au concours, j'ai des vins de calibrage. Donc j'ai des vins, j'ai des cuvées, il y a 2 vins, un rouge et un blanc, c'est toujours les mêmes, enfin c'est la même bouteille, et je les goûte à chaque fois que je vais goûter avant une séance d'entraînement. Comme ça, je vois à quel niveau je suis, parce qu'en fait, tous les jours, on est différent. Je vois si je perçois mieux les acides, les amers, est-ce qu'il y a une petite sensation qui est un petit peu différente, et je me calibre tous les matins avant mes séances d'entraînement. Et je me permets juste une question en rebond. Est-ce que le stress a une influence sur la gustation ? Est-ce que ça crée d'autres manières de ressentir ? Non, absolument, c'est fondamental. Et ça, je l'ai découvert quand je fais mes compétitions. Alors, quand on les fait, on est sur scène, il y a des télévisions, et il y a beaucoup de stress. Et donc, une des choses que j'ai beaucoup travaillé, que je travaille en ce moment pour la prochaine, c'est justement la gestion du stress. Donc, via la respiration, via de la méditation, et être capable de... Oui, parce qu'en fait, ça joue sur... ça envoie différents types de signaux, c'est assez complexe, mais généralement, ça joue sur le pH de la bouche, et donc, vous allez goûter différemment. Plus, évidemment, vous avez le cœur qui bat, donc vous avez un rythme cardiaque accéléré, vous respirez moins bien, vous contractez, et vous contractez toute la partie supérieure du corps. Et donc, en fait, tous les petits détails qui vous permettent normalement de goûter un vin avec toutes ces nuances, vous les ressentez moins bien. Donc, je fais un énorme travail en ce moment avec des personnes au niveau de yoga et de la méditation pour apprendre à gérer mon stress, pour en fait être là en conditions complexes, pouvoir goûter le plus précisément possible. Moi, j'avais... Oui, excusez-moi. Non, je voulais savoir, vous parlez très bien, d'un point de vue philosophique, mais y compris avec beaucoup de poésie, donc merci. Mais moi, j'étais curieux de savoir tout ce qui, effectivement, le vin a révélé en vous, etc. Mais qui vous a poussé, au fond, à aller en fait, dans la compétition. Parce qu'il y a plein de sommeliers, sûrement, qui ne font pas de compétition pour être... Voilà, moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, enfin... Donc, qu'est-ce qui vous a poussé, en plus, à aller dans la compétition et aller vous confronter, à essayer d'être la meilleure? Et qu'est-ce qui a sous-tendu cette action-là? Sinon, c'est une très bonne question. J'avais un petit esprit compétitif avant. Hein. J'ai essayé d'intégrer normal, mais moi, j'ai pas réussi.
Honnêtement, quand je suis rentrée dans le milieu, j'avais 25 ans quand j'ai commencé à être sommelière. Et à 25 ans, je n'avais pas du tout d'expérience en restauration. J'étais une femme. Les concours ont permis de crédibiliser assez rapidement. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de moyens de devenir crédible assez rapidement, malheureusement, dans cet univers. Donc j'ai commencé la compétition, les concours comme ça. Et j'en ai fait pendant un certain temps, tout simplement pour devenir crédible dans un milieu qui était quand même très particulier. Ça a continué aux États-Unis. Et après, j'ai arrêté la compétition parce que justement, je voyais plus trop le. Et là, je m'y suis remise parce que tout ce dont je suis en train de vous parler, c'est une grosse quête pour moi en fait. Là, j'ai pas vraiment besoin de compétition. Même ce que je vais faire là, aux États-Unis, tout le monde s'en fiche, ils ne connaissent pas. Donc, pour ma carrière professionnelle, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était la façon pour moi d'explorer ce que je suis en train d'essayer de travailler, qui est le goût. Qui est comment peut-on éduquer au goût? Quelle est la nouvelle éducation du goût qu'on peut faire? Comment est-ce que le vin peut y participer? Comment est-ce que, grâce à ces compétitions, aujourd'hui, je suis à un niveau de connaissance de moi-même physiquement, intellectuellement, psychologiquement, que je n'ai jamais eu avant? Et le fait de faire une compétition comme le Monde, là, dans quelques mois, vous savez très bien, ça vous met dans un contexte très particulier de préparation qui me permet de me pousser à aller dans cette... Voilà, je suis un peu le cobaye en ce moment de ce que je veux faire. Donc je suis en train d'essayer de mettre au point ces nouvelles techniques de dégustation avec toute cette équipe autour de moi pour, je l'espère, par la suite, en faire quelque chose qui peut être à l'école. Enfin, c'est ça, le but, c'est de trouver une nouvelle façon d'appréhender la dégustation du vin pour les futurs professionnels de ce métier. Et par la compétition, vous vous mettez juste dans des situations qui vous poussent à aller jusqu'à votre maximum. La compétition m'a permis de voir mes limites et de voir comment penser à les dépasser. Je voulais revenir sur la référence à Rabelais que vous avez développée. Et d'ailleurs, même dans l'histoire de la philosophie, à chaque fois que le vin est mis en scène, et dans la littérature, c'est souvent de pair avec l'ivresse. Et c'est intéressant parce que là, on parle de dégustation. Enfin, on fait comme si, en fait, le vin n'enivrait pas, alors qu'en réalité, l'ivresse est indissociable de la consommation de vin. Est-ce que l'ivresse nous rend plus lucides, meilleurs dégustateurs, ou est-ce qu'au contraire, à la fin, tous les jajas se valent, quel rapport vous entretenez, vous, personnellement aussi, dans votre travail philosophique, à cette ivresse ? Alors, dans mon propre travail philosophique, le rapport à l'ivresse est extrêmement décevant. C'est un truc que je dis toujours quand on me parle du livre. On me dit, vous avez bu quoi pour l'écrire? Et en fait, j'ai rien bu du tout pour l'écrire. Je suis totalement incapable d'écrire quand j'ai bu, mais même un tout petit peu. Mais je suis même pas capable de faire court. C'est-à-dire, enfin, si je suis capable, je l'ai fait, ça m'est arrivé malheureusement. Parfois, j'avais pas le choix, mais je veux dire. Ivre, bien sûr que non, mais même un tout petit peu. Je veux dire, juste boire un demi-verre de bière, j'évite ça si j'ai à avoir une activité intellectuelle. Mais, ça c'est à titre personnel. Pour revenir exactement à votre question sur le lien entre le vin et l'ivresse, j'ai longtemps hésité, quand j'ai écrit le livre, autour de cette question de l'ivresse, et c'est un peu à la dernière minute que je me suis dit qu'il fallait quand même que je parle de l'ivresse. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que il n'y a rien de spécifique au vin dans l'ivresse. L'ivresse peut provenir de non seulement toute une série d'alcools, mais toute une série de substances qui relèvent de psychotropes, comme le dit Baudelaire, on peut s'enivrer aussi d'amour, de beauté, de plein de choses. Donc l'ivresse n'est pas propre au vin. Donc faire une philosophie du vin, croiser la question de l'ivresse, ça veut dire qu'au fond, on va peut-être écrire des pages qu'on aurait pu écrire dans une philosophie du whisky ou une philosophie du hashish ou une philosophie de ce que vous voulez. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je pense vraiment qu'il y a deux manières de prendre en charge la question de l'ivresse quand on est un amateur de vin. Et je crois que ces deux camps sont assez irréconciliables. Il
Il y a ceux pour lesquels la question de l'ivresse, c'est quelque chose de consubstantiel à l'expérience du vin, et qui serait extrêmement malheureux si le vin ne rendait pas ivre. Alors je ne dis pas que ce sont des gens qui cherchent à être ivres-morts, etc. Mais le vin, pour eux, c'est indissociablement quelque chose qui met dans un état avec une petite plus ou moins grosse altération de la conscience. Bon. Ça, c'est un camp. Et puis il y a un camp, et moi je suis plutôt dans ce camp, alors c'est un peu triste, hein, mais il y a un camp pour lequel l'ivresse est plus un problème, au sens où ça oblige à recracher le vin quand on déguste. Parce que sinon, au bout d'un moment, vous pouvez toujours essayer de déguster 25 échantillons à la suite sans les recracher. Je pense que vos capacités analytiques, quand vous abordez le 26e échantillon, sont un peu entamées. Mais en réalité, elles sont un peu entamées même à partir du 5e ou du 6e, même si vous prenez des petites quantités. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a comme ça, parmi les amateurs de vin, certains qui se disent, parce qu'en pratique, moi je ne suis pas du tout un professionnel du vin, donc quand je bois du vin, c'est chez des amis, et c'est pas très bien pris, et je ne me suis pas risqué à le faire, d'arriver en disant « Ah bon, ce soir, il y a pas mal de bouteilles, je vois qu'ils sont prévues, est-ce qu'il y a un crachoir ?» Je ne me vois pas trop demander un crachoir chez des amis. Surtout qu'en plus, c'est en mangeant, enfin, c'est un peu sale, quoi. Bon. Donc, bref, chez des amis, on va boire du vin et on ne va pas le recracher. Et l'expérience que j'ai, parce que j'ai des amis très, très amateurs de vin aussi, l'expérience que j'ai, c'est que quand il y a plusieurs bouteilles, en réalité, vers la fin, on n'est quand même pas au taquet de l'expérience esthétique. Certes, on bavarde beaucoup, on a plein de trucs à dire, on a plein de souvenirs, on trouve tout très drôle, mais voilà, on n'est pas vraiment dans une finesse de l'appréciation du vin. Donc j'ai tendance à voir l'ivresse, je parle de l'ivresse qui commence à s'installer un petit peu, la très légère ivresse, c'est pas gênant, mais moi je vois plutôt l'ivresse comme quelque chose qui m'embête dans mon expérience d'amateur de vin. Donc c'est pour ça que voilà, je l'ai pas laissé de côté, au sens où j'ai fait un chapitre complet dessus dans le livre. Mais voilà, je pense que c'est pas spécifique au vin. Et par ailleurs, je pense vraiment que ça dépend quel type d'amateur de vin on est. Et je pense qu'il y a quand même pas mal d'amateurs de vin qui sont pas des fous d'ivresse, ou alors qui aiment une ivresse très 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 légère. Je propose rejeter plutôt que cracher. Question d'élégance, vous pouvez. Alors voilà, je trouve l'expérience de rejeter, mais rejeter c'est un peu dégueulasse aussi, pardonnez-moi, mais rejeter, c'est pas... Il faut bien vous dire que lorsque vous goûtez... Expulsé par la bouche. quasiment 95% en fait des sensations organoleptiques que vous avez dans le vin se passent au niveau de la bouche. Hein. Une fois que vous l'avalez, ce sont d'autres sensations, mais très minimes par rapport à la grande capacité, à la grande composition des éléments qu'on peut apprécier du vin. C'est pour ça en fait qu'on peut goûter du vin et qu'on est des dégustateurs et qu'on crache. C'est qu'une fois passé la trachée, que ça va dans le système intestinal, vous pouvez avoir d'autres choses à ressentir, comme ce qu'on appelle parfois la digestibilité du vin, mais vraiment vos sensations se passent au niveau de la bouche, et vous avez à la fois des sensations, tout ce qui est saveur, le goût, olfactive, et aussi les saveurs du toucher. Parce que vous avez 20% de vos capteurs du toucher se trouvent dans la bouche. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment souvent faire des comparaisons. Et le problème du goût, c'est qu'on a un vocabulaire assez limité, mais de parler de texture, de parler d'architecture, de parler de volume, c'est tout à fait valable, parce qu'en fait, vous avez énormément de capteurs tactiles dans votre bouche, plus les capteurs trigéminaux. Donc c'est pour ça qu'une partie du plaisir peut être présente sans avoir à boire le vin. Une partie. Après, après, c'est une autre expérience où, et vous avez tout à fait raison, la présence de l'alcool et l'ivresse, c'est une vraie question et qui doit être abordée lorsqu'on parle du vin. Je rebondis encore juste un mot, parce que je sais qu'il y a plusieurs questions, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à une question qui a été posée avant sur l'âge moyen des buveurs de vin. Cette question de l'alcool, c'est aussi un paramètre, au sens où, paradoxalement, alors que chez les jeunes consommateurs, beaucoup vont boire sans difficulté du whisky, de la vodka, du gin, etc., en matière de boissons un peu moins alcoolisées, ils sont plutôt habitués à la bière,
et donc ils sont assez amateurs de vins faiblement alcoolisés. D'où la grande mode des vins désalcoolisés ou en partie désalcoolisés. C'est très difficile aujourd'hui de convaincre quelqu'un qu'un vin peut faire 15,5 degrés d'alcool et être pourtant léger au goût, ce qui est le cas. Il y a des grands vins qui ont un équilibre formidable et on ne se rend absolument pas compte du degré d'alcool. Quant à la moyenne d'âge, Pascaline l'a un peu dit, ça dépend quand même beaucoup où on va. Moi, il y a un certain nombre de bars à vin et de cavistes. J'habite à Paris, dans le nord de Paris, dans le 18e. Je suis très souvent le plus vieux, d'assez loin. Il y a d'autres questions? Oui, plein. Oui, bonjour. Vous avez parlé que vous faisiez une centaine de références dans vos entraînements pour les futurs concours. Est-ce que si on inversait les bouteilles et la centième par rapport à la première, vous auriez la même analyse quand vous arrivez au bout de la centième bouteille? Est-ce que vous avez toujours la même analyse aussi fine que si on inversait les références, ça se donnerait autre chose? Alors c'est sur une journée. Ça dépend de ce que je fais comme entraînement. Ça dépend comment je goûte. Non, effectivement, au bout de quand je goûte une centaine de vins, c'est ce qui se passe en fait quotidiennement au restaurant. C'est parce que j'ai des entraînements le matin, puis il y a tous les vins que je goûte durant le service. Et dans ces cas-là, je goûte très différemment pour ce propos-là que lorsque je goûte, par exemple, lors d'un salon ou lorsque je goûte pour faire un commentaire de vin pour le magazine ou d'autres occasions. C'est-à-dire que j'ai appris à prendre des micro-gorgées et à pouvoir reconnaître des éléments en ingurgitant très 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 peu. Donc à chaque fois, ce sont des exercices différents et à chaque fois, j'adapte le corps. C'est un peu comme de la course, si vous voulez. Je fais du sprint et du marathon. Je fais pas exactement les mêmes exercices et j'ai appris des techniques pour pouvoir reconnaître, identifier et pouvoir après répondre éventuellement sans avoir à goûter et à voir le vin et grumer le vin pendant quelques minutes. Donc il y a vraiment des temps très très différents. Donc si c'est juste se reconnaître, je fais des exercices en ce moment où je dois reconnaître un vin en 15 secondes. Donc c'est vraiment, vous sentez, vous goûtez, c'est vraiment en fait c'est un travail physiologique énorme de mémorisation. Parfois je mets juste un vin au nez et je sais ce que c'est. Et c'est très différent effectivement lorsqu'on a la revue du vin de France et qu'on doit goûter 70 vins et je dois faire le commentaire avec la note. Et dans ça, là, c'est vrai que le 70e, au bout d'une journée, vous commencez à 8h, vous finissez à 19h, il y a des pauses, on boit beaucoup d'eau. Le 70e, généralement, on le goûte moins bien et c'est pour ça que le lendemain, on regoute et on refait une session pour regoûter à l'envers. Ouais. Oui, ça dépend en fait du but de ma dégustation. Moi, j'ai une question pour Pascaline. Les vins biodynamie et les vins nature, comment on peut les différencier? C'est quoi Parce que moi, en étant professionnel du vin, on me pose souvent la question et j'aimerais votre analyse là-dessus. Il faut il y a autant de pratiques de vin que de vignerons en fait. Donc là on touche à deux aspects, on touche à la question de la viticulture, donc ce qui se passe dans la vigne, et après ce qui se passe dans le chai. C'est souvent confondu, c'est souvent mélangé, c'est en fait parce qu'il y a autant de pratiques que de vignerons. Et donc vous imaginez le nombre de pratiques qu'il y a. Il y a une idée aujourd'hui qu'on peut... la vigne est une plante malade. La vigne que l'on connaît, la Vitis vinifera, est une plante malade. C'est une plante malade parce qu'il y a eu des maladies qui sont venues d'un autre continent. Deux maladies principales, il y en a beaucoup plus, mais qui aujourd'hui demandent à ce que la vigne soit traitée. La vigne vinifera qu'on connaît ici en Europe. Et donc, il y a différentes façons de la traiter. Ce traitement peut être fait avec ou sans intrants chimiques à la vigne.
de chimie de synthèse. Et aujourd'hui, voilà, on est en train de se demander quels sont ce type de viticulture, qu'est-ce qu'on doit apporter en termes de certaines molécules qui ne sont pas présentes naturellement dans le vignoble pour pouvoir traiter ces maladies de la vigne. Et il y a des approches où on peut se dire qu'on peut le faire sans, avec certains types de conduites, mais c'est aussi des sacrifices, que ce soit des sacrifices de rendement ou travailler différemment. Et d'autres ont dit, non, il faut absolument qu'on mette des molécules chimiques. Et c'est comme ça que différents types de pratiques ont été petit à petit codifiés, bio et biodynamique, où ce sont des approches différentes en fonction de cette chimie de synthèse qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, des molécules qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, et le rapport à la plante. Donc après, c'est un choix, et tout le monde peut ne pas suivre cette pratique. Il y a après des réglementations, il faut payer des cotisations. Voilà. Et après, il y a ce qui se passe au chai, c'est-à-dire une fois que le raisin est rentré, on peut ne rien faire que juste conduire les phénomènes naturels de fermentation, ce qui demande beaucoup d'attention. C'est quelque chose de très très compliqué. On appelle ça les vins nature, tout simplement parce qu'il y a vraiment une conduite minimale des phénomènes naturels. On n'essaie pas de les arrêter, de les accélérer, de les changer, de les modifier, jusqu'à des vins qui sont faits vraiment comme les produits ultra transformés, où au final le raisin n'est qu'un ingrédient parmi d'autres et on fait un produit final qui est pour un marché. Et donc cette idée, c'est que vous avez en fait toute une gamme, tout un spectre. C'est pas blanc ou noir, c'est toute une gamme de verts, si vous voulez. Et aujourd'hui, la chose, c'est que il est possible, et c'est extrêmement compliqué, ça demande un engagement vraiment énorme, que ce soit dans la vigne ou au chai, pour faire un vin en suivant vraiment entre guillemets, la nature et le cycle naturel d'un millésime, d'un terroir, dans le chai jusqu'à la mise en bouteille. C'est une prise de risque incroyable, mais ça fait des vins, ça fait quelque chose qui sont vraiment uniques, parce qu'en fait, c'est vraiment des rythmes de la nature qui ont été suivis, qui étaient conduits par un vigneron. Donc ces vins-là sont très très rares. On peut mettre un petit peu de soufre pour stabiliser. Je vous ai raconté que c'était une stabilisation esthétique, le vin. Le soufre permet en fait de stabiliser, de pas que ça s'oxyde, que ça se transforme, que ça devienne du vinaigre, qu'il y ait des faux goûts. On peut mettre un petit peu de soufre et après on peut faire plein d'autres choses. Parce que le vin, c'est pas que du raisin, dans beaucoup de cas. On croit, mais c'est pas que ça. Et pareil à la vigne. Donc ce sont plein de questions, et en fait ces questions, ça vous invite vraiment à engager un dialogue et à vous intéresser vraiment à un travail qui peut être soit extrêmement artisanal, de paysannerie viticole, jusqu'au contraire un travail d'agroalimentaire industriel. Et les professionnels du vin comme moi, c'est notre travail d'essayer de choisir les vins qui vont dans une certaine direction et dans une certaine esthétique de goût. On peut juste ajouter d'un mot, pour se repérer dans cet univers complexe, que tous les vins bio ne sont donc pas des vins nature, d'accord, mais qu'en revanche, tous les vins nature sont des vins bio, ils ne sont pas tous en biodynamie pour autant. Et pour compliquer un petit peu les choses, il ne faut pas confondre vin nature et vin sans sulfite. Il y a un certain nombre de producteurs un peu industriels et peu scrupuleux qui jouent sur la vague du sans sulfite et qui vendent des vins très 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 industriels, mais sans sulfite. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin parfois d'ajouter des sulfites une fois qu'on a flash pasteurisé ou fait toute une série de choses. Oui, alors je sais qu'on a le temps qui joue. C'est pour moi cette différence entre compliqué et complexe. Okay, on croit que le vin c'est compliqué parce qu'il y a des cépages, des vignerons, mais en fait c'est complexe. Et une fois qu'on rentre dedans, en fait on revient à l'émerveillement, mais c'est vraiment quelque chose de fascinant. Il faut voir ça comme quelque chose qui va vous connecter à un viticulteur qui, si c'est bien fait, va vous vraiment donner une expérience assez exceptionnelle de son rapport au monde et à la nature. Donc c'est une complexité superbe, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez bien la complexité, autrement vous ne seriez pas là ce soir. Et voilà, c'est pas... une fois qu'on rentre dedans, c'est beaucoup plus facile. Merci beaucoup à vous deux, on pourrait vous écouter pendant des heures.